Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Sophie. Hello, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Au réveil, là, c'est un peu tôt, l'Australie, mais ça va. Carrément. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens? Alors, je viens de Suisse. J'ai fait tous mes études en Suisse et là, je suis actuellement à Melbourne, en Australie, pour continuer mes études, en fait. Super. Et qu'est-ce que tu as fait alors en termes d'études on va dire en Suisse ou en Europe? Alors, j'ai fait mon lycée, mon gymnase dans le canton de Vaud, en Suisse. Et puis après, j'ai pas fait plus que ça en Suisse, parce que je suis partie du coup à l'étranger. Je suis partie en Afrique du Sud et en Australie. Et après, j'ai continué, j'ai fait une sorte d'école qui te permet de rejoindre l'université en Australie. Et après, j'ai commencé mes études directement là-bas, en fait. D'accord. C'est énorme. Et pourquoi tu es parti de Suisse pour aller, on va dire, à l'étranger? Qu'est-ce qui t'a mené là-bas? En fait, à 19 ans, quand j'ai fini mon lycée, je voulais faire artiste de cirque. Et puis, il me fallait un peu d'expérience, en fait, à l'étranger. Et puis, voir aussi un peu d'autres manières d'enseigner le cirque, parce que en Suisse, c'est assez petit, c'est assez niche. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écoles pro, mais à l'époque, il y avait rien. Donc, j'ai postulé, en fait, dans des écoles, dans des autres écoles de cirque, dans plusieurs pays, et je me suis fait accepter, en fait, à l'école de cirque de Zip Zap, en Afrique du Sud. Et puis, j'ai enseigné le cirque pendant 3 mois, là-bas, dans les bidonvilles, en fait. Et en lien avec Médecins sans frontières, en fait, on enseignait à des enfants qui ont le sida et qui sont suivis par des médecins pour un traitement spécial. Et puis après, j'ai rencontré une Australienne et elle m'a dit qu'elle avait du taf pour moi en Australie. Et je suis partie en Australie, quoi. C'est énorme. Et justement, alors, en Afrique du Sud, il y avait, on va dire, ce volet éducatif. Et est-ce que toi, tu étais aussi artiste de cirque ou tu faisais que éduquer et enseigner? Alors, j'étais spécialisée en trapèze. Trapèze, ce qu'on appelle trapèze dansant, trapèze statique. Donc, c'est pas celui où les gens se balancent, en fait, se passent d'un trapèze à l'autre. C'est un trapèze avec un seul point, en fait, on guillemets, une seule accroche, qui peut tourner sur lui-même. Et en fait, tu fais une sorte de danse et de trapèze. C'était ma spécialité. Et puis, je faisais un peu d'acrobatie et tout, mais c'était plutôt de trapèze, en fait. Et puis, j'enseignais surtout les aériens, tout ce qui était trapèze, tissu. J'étais en Afrique du Sud, Oh, c'est énorme. Et alors, justement, quand cette collègue, elle te branche et elle te motive pour aller en Australie, c'est avec ce projet de continuer à enseigner et à pratiquer le cirque au final? Alors au début dans ma tête c'était vraiment moi je vais aller là-bas, j'avais trouvé une école de cirque / gymnastique artistique. Et puis c'était vraiment dans l'idée de postuler dans des écoles de cirque. Il y a 3 écoles de cirque qui m'intéressaient à l'époque. Il y a celle qui est très très connue qui s'appelle l'école de cirque de Montréal, qui est à Montréal. Qui est vraiment la base de tous les gros artistes de cirque. Et après, j'ai postulé à Québec et puis j'ai postulé à Londres. Et puis j'ai été acceptée en fait à l'école de cirque de Londres. Mais je me suis cassé le poignet en tombant à vélo. Et du coup, j'ai refusé l'entrée parce que c'était très relativement cher en fait comme école. Et puis avec un poignet dans le plâtre, surtout que je me suis fait opérer.
c'était pas idéal en fait comme rentrée scolaire. C'est clair. Et ça, c'est à quel moment? C'est après l'Afrique du Sud que ça arrive? Ouais, ça c'est juste après en fait. Je suis partie, je suis rentrée quelques mois entre l'Afrique du Sud et l'Australie et puis j'ai bossé pour me faire des sous et après j'ai postulé depuis l'Australie en fait. Je me suis fait accepter pendant que j'étais en Australie. D'accord. Putain, c'est ouf. Et donc en Australie, tu étais dans la continuité de ce que tu faisais en Afrique du Sud. Voilà, c'était pas le même projet du tout, j'étais juste enseignante dans une école de cirque / gym. En parallèle, je faisais des cours d'anglais parce que quand tu es en Australie, tu dois venir avec un visa en fait, tu peux pas venir juste travailler comme ça. Surtout en tant que Suissesse, on n'a pas d'accord avec l'Australie comme on fait partie on fait pas partie de Schengen, du coup on n'a pas d'accord comme la France ou le Portugal ou l'Espagne pourraient avoir. Du coup, je suis vraiment partie en mode je vais apprendre l'anglais et je vais donner des cours. Et c'était pas je vais donner des cours et je vais apprendre l'anglais. C'était je vais apprendre l'anglais. C'était le deal un peu. Et après, mes heures à côté, je pouvais passer à donner des cours de cirque et m'entraîner en fait. C'est ouf. Et donc d'Australie, tu postules pour aller à l'école de cirque à Londres. Exact. Mais au final, tu peux pas y entrer parce que tu te casses le poignet. Exactement. Et c'est là que tu te dis, du coup, tu te lances dans les études à fond en Australie au final? Voilà, du coup, je me suis dit, je crois que le cirque, ça va pas le faire, là. Et puis, en plus, non, ça fonctionnait pas avec tout ce qui se passait au niveau santé. Et du coup, j'ai dû me prendre une décision en me disant, c'est soit j'attends une année, je repostule. Mais ça fait long quand même une année quand t'as 20, 21 ans. Ça fait vite long, en fait, une année. Et puis, du coup, je me suis un peu renseignée sur ce qu'il y avait de disponible. À l'époque, je voulais faire l'université en sport à l'Uni de Lausanne, en fait, en Suisse. Et puis, je savais qu'en fait, comme j'avais fait un gymnase en Suisse, je sais pas comment ça se passe en France. En Suisse, t'as un gymnase, puis t'as 2 différentes voies. T'as 2 options. Et puis, il y a une voie qui t'emmène à l'université et une voie qui te permet pas d'aller à l'université. Mais tu peux faire des hautes écoles. Et comme j'ai fait la deuxième voie, la voie où tu peux faire que des hautes écoles, je devais faire une année supplémentaire, souvent en école privée, ça s'appelle une passerelle, pour pouvoir après rentrer à l'université en sport à Lausanne. Et en fait, c'était un peu le même principe en Australie. Je devais faire une année préparatoire pour entrer à l'Uni en sport. Donc moi, j'ai fait ça. En fait. J'ai fait l'année préparatoire dans un diplôme de sport et d'entraînement. C'est ouf. Et à quel moment et pourquoi tu décides, tu vois, comment ça se fait de te dire, au final, je reste en Australie, c'est super loin de la Suisse, c'est loin de l'école de cirque que je vise, et du coup, je vais me lancer à fond dans les études et reprendre mes études là-bas. Tu vois, à quel moment tu te dis, ok, je fais mes études là, tu vois? En fait, quand j'étais en Australie, on m'a diagnostiqué avec une pathologie chronique. Donc, ça a aussi un peu penché le truc sur peut-être qu'aujourd'hui, ma santé physique, elle est pas au top. Et puis, je vais pas pouvoir baser mon métier sur ma santé physique parce que ça va pas tenir au long. Et donc, il y avait ça qui a joué un gros rôle, en fait, sur, voilà, maintenant, je vais devoir aussi faire ma résilience par rapport à ma carrière athlétique et sportive. Je vais devoir me pencher sur quelque chose qui est moins physique et peut-être plus intellectuel. Et en parallèle, en fait, l'Australie a des top universités en fait en sport. Ils ont un savoir en sport qui est absolument incroyable. Et le niveau de connaissance, le niveau d'études, ce qu'on nous enseigne aussi, c'est juste fou, quoi. On a des cours, en fait, on est en mix avec les médecines, on a des cours hyper poussés, en fait. Donc moi, quand j'ai vu la trame du cours, quand j'ai vu les cours qu'ils donnaient, j'étais là. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Je voulais pas, en fait. Parce que je sais qu'en Suisse et en France, 50% de tes cours, c'est des cours, en fait, d'éducation physique où tu fais du sport et t'es jugé sur tes performances physiques. Et moi, j'ai dit, je peux pas, en fait, j'ai pas envie de passer 50% de mes études à faire du sport. Donc c'est un peu aussi ça l'élément qui a penché dans la balance. Pourquoi faire un pays Commonwealth comme Canada, Australie ou Angleterre, tu vois. C'est ouf. Et justement, alors, le diplôme après ton année de passerelle, qu'est-ce que tu as fait comme étude?
Du coup, j'ai fait cette année qui s'appelle mon sport diplôma à TAFE, c'est une école. Et après, du coup, je me suis inscrite en bachelor de sciences du sport à l'université de Griffith, qui est sur la Gold Coast, donc c'est à plus ou moins 1 heure au sud de Brisbane sur la côte est. Ok. C'est un bachelor de 3 ans qui a pas de majeur ou qui a pas de spécialité en guillemets. Okay. Mais première année, c'est chimie, biologie, biomécanique, physique. Et c'est un tronc commun avec les infirmiers, médecine, des choses comme ça. Et après, en fait, en deuxième année, tu te spécialises et puis t'as vraiment des cours qui sont poussés sport. C'est ouf. C'est ouf. Et justement, donc on a parlé de cette année de passerelle. Comment, en tant que Suissesse, est-ce que c'est facile, tu vois, en tant qu'Européenne, de rentrer dans ce système universitaire australien? Et quel est le prix aussi, tu vois, parce qu'on entend souvent parler du fait que c'est un système qui est super cher, tu vois. Donc comment tu y rentres et combien ça coûte au final? Alors, l'année prépa, donc je te donne en dollars australiens, c'est genre 10 000 $. Ouais. Ça tourne autour des 7 000 euros, je pense, plus ou moins. Okay. C'était en fait la raison pourquoi j'ai pu le faire, c'était le même prix que la passerelle en Suisse. Mais c'était même moins cher. Ah ouais, donc mes parents étaient là, bon, ok. Ouais. Et j'avais pas trop de thunes à ce moment-là, j'avais genre 20 ans, 21 ans. Ouais. Vraiment, genre, j'ai dû un peu demander à mes parents qui m'aident, ils m'ont vachement aidé. Et puis, entre le moment où je suis rentrée, en fait, à chaque fois que je commençais une nouvelle école, avant ça, je rentrais quelques mois en Suisse pour travailler. J'ai travaillé dans des supermarchés, dans des magasins, dans des boîtes de nuit pour mettre des sous de côté. Et puis, donc, je suis rentrée entre la passerelle et l'Uni. J'ai travaillé quelques mois en Suisse à temps plein pour mettre des sous de côté. Et après, l'université était très très chère. Ça tourne autour des, je crois, 90 000 pour le tout $, australien. Ça peut autour des 60 000 francs suisses, plus ou moins. 60 000 francs pour les 3 ans? Ouais, ou 45 000 pour les 3 ans, plus ou moins. 45 000 francs pour les 3 ans. Plus ou Sachant moins. que le franc, c'est à peu près équivalent à l'euro en ce moment. Ouais. Donc, et après, j'étais pas dans l'université qui était la plus chère. Enfin, ouais. Donc, en fait, on a fait, mes parents, mon papa et ma maman, chacun payait un tiers et j'ai payé un tiers. D'accord. Et puis, en fait, l'école que j'aurais dû faire en Angleterre de cirque était plus ou moins dans ces prix-là. Moins cher, mais c'était aussi de nouveau une grosse sortie d'argent. Ouais. Et puis, donc, c'est un prix. C'est pour ça, au fait, qu'en tant qu'international, c'est assez facile de rentrer parce que c'est un prix. Et en fait, les universités australiennes, elles sont vachement, en fait, enfin, pas toutes, mais une bonne partie de leur rentrée, je pense, se font sur le dos des étudiants internationaux qui doivent payer. Eux, en fait, tu dois payer avec ta carte quand t'arrives. Tu payes en ligne avec, comme quand tu fais un achat pour un truc tout bête en ligne, tu rentres ton numéro de carte et ça débite. Waouh! Et alors que pour les étudiants australiens, pour les natifs, eux, c'est pas les mêmes prix? Non, pas du tout. Eux, ils ont, ils payent, je pense, un tiers ou même 2 tiers moins que moi. Un tiers, je dirais. Enfin, ouais. Mais eux, en fait, c'est d'éviter de leur, si je me trompe pas, c'est d'éviter de leur salaire, en fait, au fur et à mesure. Donc, ils ont un crédit envers l'Australie. D'accord. Et après, c'est d'éviter au fur et à mesure qu'ils travaillent. Il y a un pourcentage qui est d'éviter de leur salaire. Et qui remboursent leurs études. En fait. Ouais. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est ouf. Mais du coup, ils sont en dette pendant des années et des années. Ouais. C'est aussi ça, quoi. Moi, d'un côté, j'ai fini, quand j'ai fini mes études, j'ai aucune dette envers personne, ni l'Australie, ni rien. Ah, c'est intéressant de voir comment ça marche différemment suivant les pays. Et grâce alors à ou on va dire, dans ce Bachelor of Exercise Science, t'as aussi bossé dans le rugby à 13, c'est ça? Ouais, j'ai bossé dans le rugby à 13, j'ai fait un stage, en fait, j'ai fait un stage de, je sais plus combien de temps, un certain temps, parce que j'ai fait un papier de prépa physique australien. Il y a un truc qui s'appelle ASCA, c'est Australian Strength and Conditioning Association. Et tu dois faire un stage dedans pour passer ton niveau 1. Et en plus, tu dois faire un stage en 3e année de bachelor. Tu dois faire un certain nombre d'heures
dans le domaine du sport pour pouvoir passer ton bachelor. Et j'ai bossé avec ces garçons pendant quelques semaines / mois. C'était du rugby à 13, donc c'était l'équipe de moins de 20 ans. Donc c'était des jeunes entre 17 et 20 ans en fait. Ouais. C'était quelle équipe? C'était Gold Coast Titans, rugby à 13. Énorme. Et qu'est-ce que tu leur faisais faire? Alors, est-ce que vous étiez plusieurs stagiaires? Est-ce qu'il y avait un responsable? Est-ce que tu étais complètement libre du contenu? Comment tu faisais? Alors, je suivais beaucoup encore parce que c'était un de mes premiers stages, en fait, en prépa physique. Je suivais beaucoup ce qui se faisait. En plus, j'arrivais en milieu de saison. Donc, il y avait déjà toute la prépa physique qui était déjà faite depuis un moment, en fait. Elle était déjà planifiée. J'étais la seule fille. Il y avait une autre physio, mais elle était beaucoup plus âgée. Donc, moi, j'avais 21 ans, plus ou moins, à l'époque. J'étais la seule fille. Donc, c'est un peu compliqué d'être la seule fille avec 25 garçons qui ont entre 17 et 20 ans. Tous les autres prépas physiques, c'était des hommes. Et je devais suivre, en fait, le programme. Donc, moi, je les encadrais beaucoup en tout ce qui était plutôt haltéro et puis powerlifting. J'encadrais et puis souvent, à la fin de la séance, ils me laissaient une fenêtre de 15 minutes, plus ou moins. Je leur faisais souvent un gros truc d'abdos pour la fin de séance, où j'ai donné des séances de réhab, en fait, de rééduc, de réhab et aussi ils étaient assez raides, ces garçons. Donc, je les aidais à travailler un peu tout ce qui était mobilité, flexibilité. Et on faisait ça sous des formes de circuits un peu. Je suis pas sûre qu'ils aient vraiment apprécié, vu leur tête quand je leur faisais faire ça. Je t'avoue que ils tiraient la gueule un petit peu. J'étais pas content. Donc c'était un peu ça, plus ou moins. Mais j'avais un truc assez. J'avais vraiment l'entraînement décrit et je suivais. Et je venais juste encadrer, en fait, plus le mouvement et puis la sécurité et puis le fait qu'ils suivent, en fait, l'entraînement et qu'ils chargent aussi correctement et qu'ils chargent pas trop et pas assez, en fait, sur les activités. C'est ouf. Et justement, tu soulignais ton âge par rapport au rugbyman. Et comment tu t'intègres là-dedans? Alors, même si tu as déjà on va dire, la trame du programme qui est écrite, mais comment tu te fais en tant que femme et en tant que femme jeune, donc proche de l'âge de ceux que tu encadres, comment tu t'intègres à cette équipe et comment tu manages ces gars-là au final? Alors, j'avais déjà de l'expérience dans le coaching, donc ça a aidé un peu, forcément. J'avais coaché du cirque et de la gym, mais c'était plutôt des enfants, donc ça faisait vraiment une grosse différence de coacher un adolescent et des adultes. Ouais, vraiment, et en plus, je suis pas grande, hein, je fais 1m63 pour 53 kilos, donc forcément, à côté d'eux, ça faisait une bonne différence. Mais en fait, en tant que femme, moi, j'ai vraiment dû rien laisser paraître de la première seconde que je suis rentrée dans la salle. J'ai dû avoir j'ai dû fermer, en fait, tout mon, pas fermer mon visage, mais plus avoir l'air très sûr de moi et très stricte. Et j'ai dû poser, en fait, ces barrières directement. Et j'ai pas eu de soucis, ils m'ont toujours respecté, mais j'étais relativement stricte, je dirais. Je laissais rien paraître. Et en fait, il y a des trucs tout bêtes en tant que femme que tu fais attention quand je bosse avec eux, en tout cas. Je mettais pas de leggings, je mettais pas de shorts trop courts, je mettais des shorts mi-longs. Je me maquillais pas ou très peu. Et en fait, t'essaies de limiter t'essaies de limiter, en fait, sur quoi ils pourraient, eux, te charrier ou te faire des blagues ou j'en sais rien. Et du coup, ils ont été hyper respectueux aussi parce que les coachs avaient mis le mot, genre, vous allez la traiter comme, vous allez interagir avec Sophie comme avec n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de différence. Et depuis le jour 1, ils ont été aussi, eux, très à cheval sur, il y a du respect. C'est pas parce que c'est une stagiaire et puis que c'est une femme qu'elle est différente d'un prépa physique qui est dans le domaine depuis 20 ans et qui a plus de connaissances dans le rugby, tu vois. Mais j'ai pas eu de soucis et ils ont été hyper cool. Il y a eu des petites blagues, tu vois.
quand tu montres un squat en tant que femme, ben, il y a des petites blagues, mais Ouais. elles ont été reprises et aussi je les ai reprises, je leur disais que ça, c'était pas ok, quoi. Et après, il faut un peu de laxité parce ils ont 17 ans et 20 ans et c'est un âge compliqué. Ouais. Quand t'es un jeune homme, je pense. Donc, je laissais aussi passer des blagues et puis j'ai rigolé avec eux tant que c'était dans le respect et puis pas dans la bienveillance, entre guillemets, en fait. Ça, c'est impressionnant et ça doit être pas facile de savoir justement quand il faut reprendre les jeunes ou quand il faut dire ben non, là ça fait partie de, tu vois, c'est pas lié à, entre guillemets, à ta condition de femme ou quoi, ça fait partie de l'ambiance et tout ça, et qu'au contraire faut sanctionner direct parce que ça dépasse la limite et que ça doit pas arriver. Putain, c'est c'était un vraiment sacré dur. challenge. Et des fois je lançais un peu des regards à mes superviseurs, j'étais là, je suis pas sûre que ce soit ok ce qui s'est dit là. Mais franchement j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ils ont été top, vraiment. J'ai eu rarement des commentaires, vraiment, rarement, vraiment, quand j'avais genre les 25 d'un coup une fois j'ai donné une séance de mobilité et ben forcément tu te donnes des positions où t'es en squat, des trucs comme ça, et une fois il y a un gars qui avait lancé un commentaire, je l'avais regardé avec des yeux tellement tellement sévères que je crois qu'il a jamais réussi de faire un commentaire devant ses potes. C'est ouf, le pouvoir du regard. Donc franchement c'était trop bien passé, moi j'ai vraiment adoré, c'était vraiment hyper cool, c'était trop chouette avec moi. Et j'ai appris plein de trucs, tu vois, j'ai appris tout ce qui est périodisation et tout, on en avait vachement parlé avec les prépas, donc j'ai appris tout ce qui était système de périodisation pour le rugby, donc c'était hyper intéressant. Mais ça m'a aussi montré, tu vois, que c'était pas forcément la population dans laquelle je me voyais évoluer. D'accord. Donc et voilà, tu te vois, et tu te vois évoluer avec quelle population du coup? Du coup, après tout ça, j'ai réalisé un peu que je crois que la population qui me plaisait, moi, c'était des gens qui avaient des conditions chroniques, des pathologies ou qui étaient en fait, qui avaient besoin de rééduc à la suite d'un événement qui t'est arrivé dans leur vie, tu vois, quelque chose un traumatisme ou un accident, en fait. C'est ça qui m'intéressait. Et j'avais fait en fait en Suisse, quand tu fais ton gymnase, ton lycée, tu fais une sorte de petit papier à la fin où tu dois écrire, je sais pas, 80 pages sur un sujet que tu veux. Et j'avais fait la résilience à la suite d'un handicap ou d'une blessure chronique, en fait, ou d'une blessure à long terme. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je fais un master qui s'appelle Clinical Exercise Physiology. Et c'est ça, en fait, c'est de la rééduque pour des gens qui ont des pathologies chroniques ou qui ont des blessures. C'est ouf. Et par rapport à, tu vois, au physio en Suisse ou en Australie, c'est quoi ta différence? Alors donc c'est pas un métier qui existe en France ou en Suisse pour l'instant. Donc le physiologiste du sport existe, mais le clinical physiologist n'existe pas. Donc nous, en fait, ce qu'on appelle notre scope, donc c'est là où on peut, c'est vraiment là qu'on travaille. Donc nous, on n'a aucun travail manuel. Donc on traite pas le patient avec nos mains du tout. Mais du coup, on a tout le travail rééducation par le sport. Donc nous, en fait, notre titre, notre définition, c'est on utilise le sport comme traitement. Le sport, c'est notre manière de traiter un patient. Je dirais que on est plus sur tout ce qui est pathologie chronique. Donc tu vois, là, donc je suis en master à Melbourne, à l'université de Deakin. C'est un master de 1 année et demie. C'est une super université en fait en sport. Elle est très connue dans le monde du sport parce qu'elle a des bonnes recherches et puis elle est bien comment tu dis rankée. Donc elle a haut côté, c'est ça. Et puis en fait c'est une année et demie de master et puis on a 4 modules par semestre, donc on a 3 semestres et on a 360 heures de stage minimum. Et puis nos modules, c'est cardiovasculaire, musculo, tout ce qui est maladie métabolique, maladie neuro, et après on a tout ce qui est femme enceinte,
vieillesse, des choses comme ça. Et en fait, on nous apprend par exemple à lire un ECG, donc on va savoir lire un ECG. On nous apprend à tout ce qui est prendre une pression artérielle, des choses comme ça. Et en fait, on a quelque chose de quand même peut-être plus niche sur maladies chroniques, tu vois, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, donc diabète de type 2, des choses comme ça. Et en fait, c'est tout un domaine où nous, on pourra interagir. Et en tout cas, alors je sais pas vraiment les fusions en Suisse et en France, parce que du coup, comme mes études, je les ai toujours fait en Australie. Moi, j'ai toujours l'idée de comment ça se passe par rapport aux physio ici. Mais, tu vois, genre, quand j'étais en stage, là, je viens de finir un stage dans un quartier de Melbourne. Quand t'as des patients qui arrivent avec, tu vois, je sais pas, t'as un patient qui arrive avec un diabète de type 2, mais qui s'est fait les croisés, par exemple. Donc, souvent, il y a des trucs comme ça, un peu où ça croise sur 2 domaines différents. Et le physio, il peut pas prendre les mesures de glucose. C'est pas dans son domaine. D'accord. Donc, c'est ton domaine à toi. Physio, c'est mon domaine à moi. C'est moi qui prendra donc je vais prendre les mesures de glucose et faire ça rééduque en parallèle. Par exemple, les mesures de glucose, si elles sont de certaines, comme ta pression artérielle, si elle est trop haute ou trop basse, tu peux pas entraîner le patient parce que ça le met à risque, en fait. Donc c'est là que ça se croise un peu, en fait, où nous, c'est encore un peu assez flou en Australie et on est en train d'essayer de bien définir ce que chacun fait, mais je dirais que le physio est vraiment manuel et fait de la rééduque, plutôt musculo, tu vois, ils sont plus orientés blessures, tu vois, épaules, croisées, chevilles, des choses comme ça, ou douleurs chroniques. Et le physiologiste du sport fait beaucoup plus de métabolique, mais on fait beaucoup de musculo et en fait ça dépend de ce que tu veux faire toi, en fait, ça dépend de où tu veux te spécialiser. C'est ouf. Et sur l'exemple que tu donnais sur quelqu'un qui s'est fait les croisés et qui a un diabète de type 2, est-ce que toi, du coup, tu peux prendre en charge sa rééduque du croisé et son diabète, ou est-ce que vous êtes obligé, est-ce que le patient est obligé de faire sa rééduque du croisé avec le physio, et par contre tout le qui est suivi du diabète, tout ça avec toi? Non, alors non, on fait vraiment de tout. Les choses qu'on fait pas, donc c'est vraiment tout ce qui est manuel et les premiers levés, les choses comme ça. Mais en fait, on travaille vraiment main dans la main avec le physio. Et peut-être, tu vois, imagine ce patient type ce patient X là dont je te parle. Et peut-être que les premiers jours, ce sera le physio qui va le prendre dans la session acute, quand il sort de chirurgie, par exemple. Mais rapidement, c'est nous qui vont prendre la relève, en fait. En fait, nous, on travaille en clinique, en privé, mais on travaille aussi en hôpital. Donc, on travaille vraiment, j'ai des collègues qui ont fait des stages en soins Covid chroniques. J'ai des collègues qui font des stages en neuro, à l'hôpital, des choses comme ça. Donc, on est vraiment aussi dans tout le secteur médical hospitalier et pas seulement clinique privée ou petite clinique. Donc, on peut aussi prendre les patients relativement rapidement après l'événement ou l'accident ou le diagnostic. Et on va en fait jouer avec le physio, ou le physio peut-être va faire plus tout ce qui est rééduque spécifique pour quelque chose, et nous on le prendra pour une autre partie dont il a aussi besoin. Peut-être que le physio sera plus calé en rééduque à la marche, même si nous on en fait énormément aussi. Et peut-être que nous on va se pencher sur quelque chose d'autre, en fait. Donc on essaie un peu souvent ceux qui ont des grosses pathologies chroniques, qui ont des gros handicaps neuro, ils auront de toute façon dans nos services un physio, un ergo, et puis nous qui derrière aussi, tu vois, si t'as un AVC par exemple, t'auras le physio qui aura un impact, t'auras l'ergo qui va être tout ce qui est mouvement de la main, rééduque, et nous peut-être qu'on va le prendre pour rééduque de la marche, rééduque aussi par exemple de limiter en fait les risques facteurs d'avoir un autre AVC, parce qu'on sait que c'est ça en fait qui t'amène à un autre AVC. Donc c'est limité par augmenter ton aérobie, ton VO2, et essayer de faire la personne la moins sédentaire possible pour limiter les chances d'un autre AVC. Donc c'est vraiment en fait, on lie un peu tout ce système de sport et de prévention et en même temps de réhabilitation. Les physiologistes du sport, on fait un peu le lien en fait dans ce domaine, j'ai l'impression, en Australie. C'est comme ça que je le ressens en tant qu'étudiante en tout cas. Peut-être que mon discours changera quand je serai salariée, que je serai vraiment dans le domaine, mais là, de ce que j'ai aperçu, on est vraiment on travaille main dans la main. C'est vraiment
hyper chouette parce que tu vois, t'as pas ça pour l'instant vraiment en Suisse ou en France. Ouais, c'est clair. Et justement, on va dire un projet de revue systématique sur les blessures aux épaules chez les jeunes nageurs de compétition. Est-ce que ça Ouais. fait partie de ton master? Est-ce que c'est un truc en plus que tu mènes? Alors c'est un truc en plus. En fait, j'ai en troisième année de bachelor, j'ai fait un projet de recherche sur l'impact de faire du rinçage dentaire, du mouthwash qui est antibactériel sur la tension artérielle. Ok. Et j'ai adoré ça. Je savais pas que j'aimais la recherche, j'ai adoré ça et j'ai rencontré un autre chercheur à Griffith University. Ouais. Et il m'a dit qu'il voulait faire une revue systématique et on a parlé un peu sur le fait que j'étais intéressée à faire de la recherche et il m'a pris sous son aile et du coup on s'est mis les deux à faire une revue systématique. Donc c'est ma première revue, c'est mon premier papier. Ouais. Donc j'ai dû apprendre tout toute seule parce que lui était en Australie à cause du Covid et moi j'étais en Suisse à cause du Covid et c'était un moment où j'étais entre les pays et du coup on a dû faire ça à distance et j'avais pas trop d'idée comment fallait faire ça. Ouais. Donc j'ai dû un peu j'ai fait self-educated et j'ai dû apprendre à faire cette revue. Et donc on est à la fin là, on est en train d'écrire la discussion. Donc elle devrait être lancée tout bientôt. Donc c'est vraiment c'est sur les risk factors des blessures aux épaules chez les nageurs-nageuses de compétition. Ouais. Et donc on va garder un œil ouvert pour quand elle sort. Je vais pas vous dévoiler déjà les risk factors. Vous verrez quand elle sortira pour la lire. J'espère que tu peux nous en donner. Ouais. Hein? tu peux nous en donner quelques-uns juste. Ouais, alors le plus gros c'est quand même tout ce qui est antécédent de blessure, en fait, historique de blessure. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a vu qui était assez. Après, on est encore en train de faire la discussion, donc on n'a pas encore. On a fini les résultats, mais on est encore en train de peaufiner la discussion là. Donc on n'a pas encore toutes les précisions que je pourrais vous donner. On n'a pas encore tout. Et vous avez trouvé beaucoup d'articles, tu vois, par rapport. Enfin, vous attendiez à trouver beaucoup et vous en avez trouvé autant que ce que vous espériez ou moins ou plus? Alors on en a trouvé pas mal, vraiment. J'ai pas le chiffre en tête exactement de combien il y en avait à la base. Mais on a terminé avec, je crois, 27 articles. Ok, wow. 27 articles plus ou moins. Donc c'était la plus grosse difficulté, je te dirais aujourd'hui, c'est que nous, c'est notre le plus gros problème, c'était quoi les articles étaient pas de très bonne qualité souvent. D'accord. Tu vois. Et puis il y avait beaucoup d'articles qui parlaient de beaucoup de trucs différents. Et du coup, c'est compliqué d'analyser des articles quand il n'y a pas la même population exactement ou ils sont pas en train d'évaluer les mêmes risk factors ou pas de la même manière. Et du coup, en fait, ça fait que ta revue, c'est juste ça nous montre en fait qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'articles qui ont peut-être les mêmes méthodes, la même population, pour qu'on puisse les comparer en fait, parce que c'est bien compliqué si t'as pas les mêmes articles, enfin les mêmes données un peu. Ça fait sens. Donc il faut que les gens fassent des articles sur les blessures aux épaules sur les nageurs. Exactement, s'il vous plaît. Et après ils te l'envoient et comme ça t'augmentes un peu ta revue. C'est ça, que ça j'en refais une quelques années. Je fais la 2.0. C'est clair. Et alors justement, ton rythme avec ce master et avec cette revue, sur une semaine type, un peu comment, ou sur une journée, tu vois, à quelle heure t'attaques les cours, tu vois, alors vu qu'en plus c'est complètement notre pays, est-ce que ça finit, vous commencez tôt, vous finissez super tôt, ou tu vois, comment tu fais? Alors, en bachelor, les heures de cours c'était un truc de vraiment ridicule tellement qu'il y avait d'heures de cours. En master, c'est vraiment plus tranquille. De un, parce que la plupart des gens, on a entre 23 et 30 ans plus ou moins, et du coup, la plupart des gens travaillent et ont besoin d'argent pour pouvoir payer leur loyer, des trucs comme ça, donc il y a un peu moins d'heures de cours. On a, j'ai 4 modules. J'ai 2 heures de cours en classe par module et 2 heures de labo, en fait. Donc, c'est tout ce qui est, c'est quand on va dans la clinique, on a une clinique, avec des vrais patients, en fait, qui est associée à l'université. Donc, on a des vrais patients qui viennent,
qu'on prend sous nos ailes en fait et qu'on fait de la rééduque à travers nos études. Ouais. Et on a 2 heures dans ces cliniques où en fait on apprend c'est là qu'on va faire des séminaires de rééduque de la marche, de lecture de CG, en fait, des choses comme ça. Ouais. Donc ça fait plus ou moins 4 heures par module, et j'ai 4 modules. Donc j'ai pas mal de temps à côté, mais en fait je t'avoue que il y a énormément de préparation à faire pour chacun des modules. Donc tu passes des heures à voir en fait ce qu'ils ont mis en ligne et tout. Ouais. Donc j'ai pas mal de temps quand même qui est vraiment dédié à mes cours. Mon premier semestre, j'avais pas du tout le temps de travailler parce que en fait ils te le disent quand t'arrives en master, ils te le disent voilà, donc dans les 18 mois à venir, tu vas potentiellement t'entraîner beaucoup moins, faire peser beaucoup plus, ou un peu plus en tout cas, avoir une hygiène de vie qui est pas idéale forcément pour ces 18 mois. Et il nous disait travailler plus que 10 à 15 heures par semaine en parallèle des études, c'est quasiment impossible. Si ce n'est impossible, et moi comme l'anglais c'est ma deuxième langue, c'est pas ma première langue maternelle du tout, je l'ai apprise en étant ici. Ça me coûte quand même, ça me coûte énergétiquement, ça me coûte dans la tête de faire en anglais quand même. Je sens que ça me prend plus de temps en fait que quelqu'un qui est bilingue ou qui est natif, tu vois. Donc ouais, en gros, ouais, c'est pas mal de ça. Et maintenant je travaille, donc je travaille dans une salle de sport comme coach. Donc je travaille du style 5 heures par semaine, et le reste en fait c'est études. Je me lève autour de 7 heures, je pars à l'uni jusqu'à 14-15 heures. Et j'ai un gros blanc de 3-4 heures, 3 heures plus ou moins entre les cours du matin et de l'après-midi. Et là, on va à la bibliothèque, t'étudies, tu reviens à 15-16 heures. J'essaie de m'entraîner si j'ai le temps, je vais nager souvent, ou courir, ou je fais mobilité ou du yoga. Et après, je travaille en général. Je t'étudie assez tard. J'étudie pas mal la nuit, moi, donc j'étudie facilement jusqu'à minuit, 1 heure. Parce que je suis plus effective la nuit que la journée. Ouais. Donc, c'est plus ou moins ça. Mais le week-end, je travaille, j'étudie. C'est pas mal. Mais ouais, c'est assez complet comme master. Ouais, carrément, c'est du taf. Et alors, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ce parcours? Alors, c'est assez bizarre, mais j'ai pas vraiment du style, tu vois. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pu te dire un mec genre Ross Edgley, tu vois. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Il a fait des performances athlétiques absolument incroyables. Il a nagé avec des troncs, des trucs. C'est quelqu'un d'assez inspirant en termes physiquement. Je pourrais dire, à l'époque, j'aurais pu te dire ça quand j'étais plus dans la prépa physique. Maintenant que je suis dans la rééduque et tout, je crois que mes mentors, c'est des gens comme par exemple une magnifique femme qui s'appelle Silke Pan, qui est suisse et allemande, je crois, qui a eu un accident de trapèze en fait, qui est aujourd'hui paraplégique. Et elle fait du vélo, et elle s'est remise à faire du cirque, et du coup elle fait du cirque en étant paraplégique. Donc elle a encore tous ses abdos qui fonctionnent bien, donc elle peut faire des montées en presse en fait. Et elle a une barre qui tient ses 2 jambes pour la permettre de faire de la presse en équilibre sur les mains. Donc c'est assez intéressant. Et elle m'a fascinée quand j'avais 19 ans. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui je fais ce métier. Et je fais ces études. Je voulais vraiment donner l'opportunité à des gens qui ont qui ont eu des gros accidents et des grosses pathologies, d'avoir accès et d'avoir des gens qui ont une connaissance dans le monde du sport aussi, et de la préparation physique, pour les remettre sur pied, et peut-être quelque chose d'accessoire justement à tout ce qui est rééduque physio, tu vois. D'avoir vraiment quelque chose qui est plus, pas performance, mais qui est juste plus sport. Et elle, je pense que je l'ai jamais dit, hein, mais je pense qu'elle, parce que je l'avais interviewée pour un truc, pour mon travail de lycée, là, de gymnase, c'était une des personnes que j'ai interviewée. Et je l'avais trouvée juste tellement incroyable. Mais ouais, vous pouvez la suivre, je pense, sur les réseaux et tout. Elle fait pas mal de trucs assez impressionnants, je dois dire. Comment tu épelles son nom? Silke, c'est S-I-L-K-E. Et son nom de famille, c'est Pan, P-A-N. Et je crois qu'elle est sur LinkedIn. Elle a même fait un TED Talk récemment. Et elle est fascinante. Donc ça, je pense que c'est mon mentor et ma source d'inspiration aujourd'hui qui me pousse à faire ce métier. Et c'est des études.
C'est vrai, je suis en train de regarder en même temps, ça a l'air impressionnant ce qu'elle fait encore, là. Ouais, je crois qu'elle fait des spectacles de cirque, là. Je crois elle remonte sur scène, là. Donc c'est vraiment, elle a fait beaucoup de vélo, de handi-vélo. Elle a un niveau très très haut. Donc, ouais, elle est très inspirante pour moi. Donc, c'est ça. Top. Et en termes de livres, alors justement, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou que tu relis de temps en temps? Je sais pas, je lis beaucoup plus d'études que de livres, moi. C'est vrai qu'avec la revue, là, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment lu un bon livre de sport ou quoi. Ceux qui sont liés au sport, je te dirais, j'ai beaucoup aimé Le Gène du sport, moi, qui parle de l'influence un peu de la génétique et de la performance athlétique, qui est assez connu dans le domaine, à mon avis. Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Why Zebra Don't Get Ulcers. Donc, c'est tout ce qui est, c'est ce qui se traduit par pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères. Et c'est tout ce qui se traduit par rapport à la biologie du corps, les niveaux de stress et l'augmentation de risque de conditions de pathologie, en fait. Donc, c'est les deux que j'ai récemment lu, que j'ai beaucoup aimé. Mais je pourrais pas dire une rêve d'un livre que je relirais. En vrai, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus, je crois. Souvent. Parce que je les choisis aussi assez, je suis assez méticuleuse quand je choisis mes livres. Et je vais vraiment essayer je vais lire pas mal de revues et pour pas être déçue, en fait. Donc, les livres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Après, je sais tant, c'est vrai, avec mes études. Depuis que j'ai commencé mon master, j'ai pas trop lu de livres. J'ai lu beaucoup trop d'études. Ça reviendra après pour les livres. Ouais. J'aime pas le pli de livres qui sont entassés là, que je devrais lire, mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. Pas de souci. Et Sophie, alors justement, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent ton parcours, tout ça, qui veulent en savoir plus sur l'Australie ou alors sur ton métier, sur ton futur métier? Où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce que tu as un mail ou un réseau social où tu es joignable? Ouais, alors j'ai un mail, c'est slareki@gmail.com. C'est S. Après, tout appondé avec mon nom de famille, donc Lareki, LAREQI, @gmail.com. Ou sinon sur LinkedIn, on peut me joindre. Et puis ouais, si vous avez des questions, genre comment, alors je peux pas trop aider pour tout ce qui est comment arriver en Australie, des choses comme ça, mais j'ai des bonnes connaissances dans quelles universités sont plus à même d'enseigner des bons cours, dans les meilleurs cursus pour le sport. Comme j'ai fait pas mal de recherches pour savoir où j'allais aller, j'ai pas mal pesé le pour et le contre, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent aussi un peu un feedback de comment ça se passe là-bas, avec plaisir. Et puis voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par le domaine de la physiologie du sport et puis de la rééducation et réhabilitation pour des gens avec des maladies ou des conditions chroniques, je peux aussi volontiers aider ou quoi que ce soit. Donc avec plaisir s'il y a besoin. Eh ben, ouais, top, super. Merci beaucoup, Sophie. Donc voilà. Merci à toi du temps. Merci de m'avoir proposé pour ce podcast. Ouais, on a fini par y arriver avec le décalage et tout. C'était un peu compliqué, mais facile. On y arrivait. Mais c'est top. On y arrivait trop bien. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonne journée, soirée. Bonne soirée, ouais. Et bonne journée pour toi. Merci. Salut. Allez, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.